Bonjour à tous, bienvenue dans Pop in Blue, émission numéro 2, toujours Neko Nico pour vous servir en direct de Nekopolis Studio à Toulouse. Aujourd'hui, dans cette émission, je vais chroniquer 4 films sortis récemment au cinéma ou très récemment et une série sur Netflix. Alors c'est parti d'abord pour la chronique cinéma. Parmi les 4 films vus très récemment, il y a le film Acide de Juste Philippot avec l'immense Guillaume Canet, des musiques de Robin Couder. Alors, pour chroniquer ce film, comme d'habitude, je vais vous raconter un petit peu la hype que j'en avais avant ou pas. Il se trouve que j'avais vu la bande-annonce au cinéma, qui était plutôt pas mal matraquée cet été, et j'avais envie de voir ce film Acide. Je sentais une ambiance particulière, un film de genre, puis le sujet, déjà, les pluies acides, donc on est vraiment à la fois dans quelque chose de très moderne, un message forcément qui va être écologique, et comment est-ce que tout ça se traduit au cinéma par une œuvre de fiction qui peut peut-être faire changer un peu les esprits, etc. Donc j'étais plutôt parti pour voir ce film dans des bonnes conditions. Alors, ce film, je vais commencer par les points positifs, de très belles images. Il y a une cinématographie qui est très travaillée et très recherchée, notamment tout ce qui concerne les ciels. La pluie est menaçante, la pluie est l'ennemi du film, et c'est très bien retranscrit à l'image. Dès qu'on voit un petit nuage au loin, plus on avance dans le film et plus on flippe de voir un nuage arriver, ce qui fait que vraiment l'effet, cet effet-là est très bien fait. Il y a même des plans assez larges de grande envergure où on voit des ciels très travaillés. Alors on sent le côté CGI, animation 3D ou matte painting, mais en tout cas c'est quand même extrêmement beau à l'écran. L'image est très soignée, la colorimétrie générale du film, on s'en souvient, elle est marquante. Donc je dirais qu'il y a un très beau travail d'image. J'ai un souvenir aussi d'un travail musical plutôt intéressant dans ce film-là, même si ça fait quand même 2 semaines que je l'ai vu. J'ai un peu oublié les musiques, ce qui n'est pas le cas avec tous les films, mais je sais que sur le coup, j'avais été plutôt séduit par le travail musical. On a Guillaume Canet en acteur principal, et c'est pour moi le point fort du casting de ce film, c'est lui, et heureusement qu'il est là, parce que pour moi, c'est le seul personnage, le seul acteur à l'écran qui s'en sort vraiment bien. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de trouver un Guillaume Canet en grande forme et qui nous ravit en tant que spectateur, parce que la dernière expérience avec Guillaume Canet, c'était quand même le Astérix qu'il avait réalisé un peu malgré lui il y a quelques mois et pour lequel il s'est retrouvé dans le rôle d'Astérix. Film complètement navrant, on ne tire pas sur une ambulance, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu. A priori, on va être tous d'accord là-dessus, les amis. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver Guillaume Canet en grande forme dans un rôle un peu dramatique pour le film Acide. Par contre, point extrêmement négatif, tous les autres acteurs, et en fait, toutes les actrices choisies pour le film ou dirigées, mal dirigées pour le film, ont un problème à l'écran. En fait, il n'y a pas un personnage féminin qui n'est pas antipathique à l'écran. Et c'est assez dommageable. Alors, je dis ça avant qu'on me taxe de misogyne. On était 2 pour voir le film. J'étais avec une femme pour voir ce film. On a pensé exactement la même chose. Tous les personnages féminins sont antipathiques. La mère de la fille de Guillaume Canet dans le film, la fille, et au-delà d'être un peu antipathique, ou en tout cas on n'a pas d'empathie pour eux, il y a surtout un côté pas très bien joué en fait. Et là, on retrouve encore dans le cinéma français un tort qu'on ne trouve pas au cinéma américain, notamment sur les enfants ou adolescents. Je vous ai parlé la semaine dernière du film Anatomie d'une chute, qui est quand même une palme d'or, dans lequel l'enfant, qui est quelque part le rôle numéro 3 du film, joue extrêmement mal, de mon point de vue. Dans ce film-là, la fille de Guillaume Canet, qui est une adolescente, joue pas très bien non plus, et je crois que ce qui nous a sorti du film complètement, c'est dès que la mère est apparue, parce que là, alors là, au niveau des dialogues, de l'intonation, de tout, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui allait. Alors je ne m'en prends pas personnellement à cette actrice que je ne connais pas, mais je pense que c'est soit une question de direction, soit d'écriture de dialogue, ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, il faut des acteurs extrêmement bons pour pouvoir rebondir sur cette matière qui n'est pas exceptionnelle, et Guillaume Canet fait partie de ces acteurs qui s'en sortent et qui en général peuvent remonter un peu le niveau, et qui, quelle que soit la direction, sera plutôt bon, sauf quand c'est lui qui se dirige sur Astérix, mais là on est dans un autre problème d'échelle cinématographique. Mais en tout cas là dans Acide, le problème c'est que quand on a un propos d'un film, le propos est intéressant,
Et l'histoire pourrait être très intéressante. On est quelque part, on bascule dans un survival petit à petit dans le film et dans du post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'on voit la naissance de quelque chose de post-apocalyptique. Ça pourrait être passionnant, ça allait à quelques endroits, on sent en fait une volonté, on sent un film généreux, mais par contre ça ne marche pas. Et ce qui, moi personnellement, on était deux, nous a sorti du film, c'est le jeu d'acteur qui ne marche pas et l'antipathie généralisée de tous les personnages féminins. Et c'est vraiment très très dommage parce qu'il y a un vrai potentiel avec ce film. Donc j'encourage à la limite à le regarder sur plateforme, en VOD. Au cinéma, si vraiment on a envie de spectacle et d'images et qu'on ne se préoccupe pas trop peut-être du jeu d'acteur, on peut y aller. Sinon, on peut aussi passer son chemin. Mention spéciale dans ce film, il y a quelque chose qui, pour le coup, nous a provoqué un fou rire au cinéma qui n'était pas prévu dans un film qui était dramatique. Il y a eu un fou rire généralisé de nous deux. Heureusement que dans la salle, on n'était que 10 parce que sinon, je crois qu'on serait fait jeter dehors tellement on a rigolé pendant 30 minutes d'affilée à partir d'un élément du film qui est un cheval, pour vous dire. Si ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Il y a un cheval dans le film qui appartient à la fille de Guillaume Canet dans le film, qui est laissé à l'abandon un peu à un moment donné du film. Ce cheval a un prénom, je ne sais pas pourquoi. Ils sont allés chercher un prénom comme ça de cheval. Le cheval s'appelle Parmentier. Et un parmentier de cheval, à part chez Buitoni, ça ne marche pas. Et dans un film aussi dramatique que ça, à la limite, il l'aurait appelé Gérard, ça passait mieux. Parmentier le cheval, et à un moment donné, je me suis retourné et je me dis, mais il est où? Il est passé où Parmentier le cheval? On a explosé de rire pendant 30 minutes et c'était fini. Le film était déjà foutu pour nous, alors que ça faisait qu'1 heure qu'il avait commencé. Alors, résumé pour le film Acide de Juste Philippot, de très belles images, une générosité au niveau de la cinématographie, une belle envie, une belle promesse, mais une seule tête d'affiche et beaucoup d'autres acteurs qui jouent, qui ne sont pas très bien dirigés. Ça ne suffit pas pour faire un film qui va entraîner le plus grand nombre. Donc voilà ce que je voulais dire sur Acide, auquel je donne la note quand même de 2,5 sur 7 pour la proposition cinématographique. Voilà, mais encore une fois, ça ne suffit pas pour moi. Alors, Une année difficile de Toledano et Nakache est le film peut-être que j'attendais le plus de cette rentrée cinématographique, notamment parce que j'étais fan du travail, par exemple sur le film Intouchable et ses 19 millions d'entrées largement méritées. Le film, on se souvient tous, avec Omar Sy, François Cluzet, le film qui a popularisé les musiques en France du compositeur Ludovico Einaudi. Enfin, un grand film, social, drôle, puissant émotionnellement, intelligent, dans l'humour et dans tout. J'attendais beaucoup de Une année difficile parce que déjà, alors Pio Marmaille, extraordinaire acteur, Jonathan Cohen, que moi je continue à défendre parce que même s'il en fait trop, qu'on le voit partout, je me dis qu'il y a une belle proposition à faire. Et l'actrice que je ne connaissais pas, Noémie Merlan. Le sujet m'attirait particulièrement parce qu'on parle d'activisme écologique et que c'est tout à fait le moment d'en parler, notamment après l'interdiction cet été. Il y avait les soulèvements de la terre qui avaient été dissous par le gouvernement, puis finalement réhabilités, etc. On est dans un moment où l'écologisme de manière activiste se prononce de plus en plus et il y a un sujet de cinéma à faire avec ça. Et aussi, ça parle de surendettement aussi dans ce film, tout ça on le voit dans la bande-annonce. Je trouve ça très intéressant que des sujets aussi d'actualité ou qui touchent socialement beaucoup de monde puissent être convertis pour un grand film de cinéma populaire avec le talent de Toledano et Nakache et la puissance de feu qu'ils ont. Donc la proposition me séduisait, donc je suis allé au cinéma le cœur léger en attendant vraiment un film qui allait vraiment pouvoir me plaire. Alors pour parler du film Une année difficile, quelque part on peut le prendre un petit peu chronologiquement dans ce qui se déroule. Il y a une scène d'introduction qui est plutôt très bien sentie, qui m'a beaucoup plu, où on voit un activisme écologique qui se met en place et je me suis dit ça y est, le film rentre dedans, c'est cool, c'est bien, ça me plaît. Ensuite, très vite, je ne vais pas trop spoiler, raconter l'histoire, mais dès les premières scènes du film, on a un peu l'état des lieux du personnage de Pio Marmaille et de Jonathan Cohen qui sont tous les deux surendettés et qui sont dans la débrouille. Et je trouvais de suite, je me suis dit, ah ça part bien parce que Jonathan Cohen, il en fait pas trop et au contraire, là il joue limite un dépressif et ça marche à l'écran, il est touchant, il y a quelque chose qui se passe. Bon, le reste du film est une lente descente aux enfers pour moi parce que en fait, tout tient dans les 10 premières minutes.
Et la promesse du film que j'attendais n'est pas du tout au rendez-vous. Ce film, pour moi, est un ratage total et même une insulte au combat qu'il prétend défendre. Autant sur le surendettement, et encore là, ça passe à peu près, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas, que sur l'écologie et l'activisme écologique. Parce que pour résumer un peu l'histoire, pour résumer un peu le ressenti que j'ai de ce film, je pense que le film s'est trompé complètement dans sa façon de faire, puisqu'on a, à la fin, on ressent l'inverse de ce qu'on devrait ressentir par rapport au message du film. Ça m'avait fait déjà le coup la dernière fois sur le film La Petite, qui parlait de la PMA, du mariage pour tous, et au final, ou à la fin, les personnages étaient tellement antipathiques qu'on peut se retrouver à être contre la PMA si on se laisse très vite embarquer. C'est même à se demander si le film finalement n'était pas prévu comme ça, alors qu'a priori non. Là, tout est caricatural. Rien ne marche et ça plaira à un certain grand public qui va aller se détendre, peut-être à un certain grand public qui va aller au cinéma pour se dire « Tiens, je vais voir une comédie sociale du moment », passera certainement un moment correct, mais tous les gens qui ont notamment une conscience écologique ou qui attendent beaucoup plus du cinéma que ça vont être plutôt dégoûtés, un peu comme ça a été mon cas. Parce que le film, au final, se retrouve à être une insulte aux mouvements écologistes et notamment aux mouvements écologistes radicaux. Tout est caricatural. Je ne veux pas rentrer dans le détail de l'histoire, encore une fois, au cas où vous alliez le voir, mais on se retrouve à détester les militants écologistes. On a des militants écologistes qui finalement ne font ça quelque part que pour leur image et pour la communication qu'ils peuvent en faire. Les convictions ne sont pas vraiment là. Il n'y a aucun des combats qu'ils mènent qui marche. C'est-à-dire que tous les combats, toutes les actions, dans le film, du début à la fin, on nous montre uniquement que ça emmerde des gens. Ça emmerde des gens de bloquer une route, on le sait. Ça emmerde des gens de bloquer la Banque de France. En fait, tout ce qu'ils font dans le film, on a l'impression qu'on a juste une bande de gamins attardés qui sont juste contents de faire leurs actions entre eux et qui se valorisent comme ça et qui, quelque part, sont déconnectés de la société, évidemment, mais tout en étant évidemment des fils de Bourges, hein, parce que Noémie Merlan joue quand même l'héroïne entre guillemets du film. Elle a un nom à particules, évidemment, on insiste bien dessus pour nous dire qu'en gros, on nous fait comprendre qu'en gros, elle a le temps, elle a l'argent, elle est avec une petite cuillère en argent, elle a le temps d'aller se battre pour des combats qui n'intéressent qu'elle. Je trouve ça très dérangeant. Et ça, c'est le plus dérangeant du film, c'est ça. C'est comment le message écologiste est caricaturé. Là, on a l'impression d'avoir notre ministre de l'Intérieur qui parle du mouvement pour défendre la construction. Il y a une construction d'une autoroute pas loin de Toulouse actuellement qui est en débat. Et quand on entend les propos du gouvernement, au lieu de parler avec respect des gens qui essaient de défendre l'environnement, qui ont des vrais arguments, qui ont essayé pendant des mois de présenter tout ça, de débattre, etc., on ne présente que le côté violent, on ne présente que le côté caricatural, et on en parle comme des punks à chiens qu'il faut aller éliminer. Et en fait, dans le film, on nous fait ressentir ça. Le film est fait par, quelque part, c'est un film de bourgeois qui a envie de se faire les militants écologistes juste pour faire plaisir à une frange de la population qui va aller se délecter de ça en disant « mais vous voyez bien que même au cinéma, ils nous emmerdent partout, il n'y a rien d'intéressant dans leur message, ils ne sont pas vraiment engagés, etc. » Donc ça, c'est hyper dérangeant parce que je pense que Toledano et Nakache sont capables de faire des choses sociales, ou peut-être ont été capables, peut-être beaucoup moins aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment en colère contre le message du film, d'ailleurs, qui n'a été relayé par aucune association écologiste, parce qu'ils ont compris qu'il y avait vraiment un foutage de gueule généralisé. Et le deuxième problème du film, c'est comment le personnage de Pio Marmaille et de Jonathan Cohen s'insère dans ce monde-là pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils se travestissent quelque part en militants écologistes, d'abord pour boire des bières gratuites dès les premières scènes du film, c'est dans la bande-annonce, à des rassemblements, mais aussi finalement pour sauver leur propre cas auprès de la Banque de France, pour essayer d'effacer leur endettement. Mais et à un moment donné, il y a une bascule, comme ça, en une minute, ils deviennent de grands militants, pour aucune raison.
Il n'y a rien factuellement qui fait qu'ils ont pu changer vraiment d'être convaincus par ce qui se passe. Donc le film est très mal construit de ce point de vue-là. Et en fait, à part le début, il n'y a que le début à sauver. Tout le reste est une lente chute vers un foutage de gueule généralisé et qui met très mal à l'aise, notamment quand on a de l'espoir sur ce genre de message qui pourrait être porté au grand public. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc je ne recommande absolument pas de voir Une année difficile, ou alors y aller vraiment avec le recul nécessaire pour se dire « Allez, on va se détendre, mais on va oublier les messages de fond. Moi perso, j'ai pas réussi à le faire, peut-être que vous y arriverez. » Voilà, dans tous les cas, il faut voir des films, aller voir des films, mais celui-là, moi j'ai été extrêmement déçu par Une année difficile. Donc pour résumer, Une année difficile, une belle promesse, un sujet qui tenait la route sur le papier et dans la bande-annonce, un duo de réalisateurs qui n'a plus rien à prouver et qui aurait pu prendre des risques. Et au final, on se retrouve avec une comédie qui va à l'inverse du propos qu'elle est censée défendre, qui se moque ouvertement des combats écologistes, qui traite très mal ses personnages. Et donc, un ratage total pour moi, vraiment. Et je lui mets la note de 1 sur 7 pour la déception immense que j'ai vécue devant Une année difficile. Alors ensuite au cinéma, j'ai vu ce matin Second Tour d'Albert Dupontel qui est sorti hier au cinéma. J'attendais beaucoup de ce film également, je vais vous en parler. Il y avait une belle promesse, déjà Albert Dupontel, grand réalisateur. Son dernier film en date, Adieu les cons, je l'avais vraiment adoré au cinéma. Et donc je me dis, bah super, il y a un nouveau Dupontel, on va s'éclater. En plus, il y a Cécile de France, qui est une actrice immense, et Dupontel qui joue aussi, et Nicolas Marié, qui joue le second rôle, qui joue le complice de Cécile de France dans le film. Donc une belle promesse, un sujet aussi qui m'intéresse parce que la politique française, ça me passionne. J'adore les campagnes, j'adore tout ça. Et donc je me dis, bah, ça va être cool, on va voir un peu ce qui se passe. La bande-annonce avait l'air d'avoir de l'ambition aussi dans ces images, dans tout ce qui se passe. Donc je suis allé voir avec un très grand enthousiasme Second Tour d'Albert Dupontel. Alors pour parler du film Second Tour, on peut prendre plusieurs angles d'attaque. On peut parler du sujet, comme on peut parler de son traitement cinématographique et comme on peut parler des acteurs, parce que Dupontel aime les acteurs, leur donne de la belle matière à faire jouer d'habitude. Donc, j'ai vu le film ce matin. La salle n'était pas du tout remplie. Le film est sorti hier. Bon, on est en pleine semaine, à 11 h du matin. Il y avait 20 personnes dans la salle et il se trouve que les 19 autres spectateurs avaient plus de 60 ans. Et j'ai compris au fur et à mesure du film que malgré lui, parce que je ne crois pas que Dupontel ait voulu ça, le résultat de son film, j'ai l'impression, s'adresse principalement à ce public-là. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas été sensible à l'humour du film. Pourtant, j'avais adoré, encore une fois, les films précédents. Or, les personnes autour de moi ont compris plein de choses, ont rigolé à plein d'endroits où je n'ai pas du tout rigolé. Il y a un humour un peu lourdingue, un peu de l'insistance. Un humour, vous savez, où il y a quelqu'un qui dit un truc, il dit une dinguerie, et l'autre à côté lui répète la phrase pour l'effet comique. Ça ne marche pas pour moi. Donc sur l'ensemble du film, j'ai eu un ressenti globalement déjà d'être exclu de la projection et d'être très distancié de ce que je voyais. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais déjà c'était le premier effet qui se coule. Comme on dit, je n'ai pas été pris par le traitement du sujet. Ensuite, sur les acteurs, Dupontel joue très bien, Cécile de France joue très bien, Nicolas Marié est un excellent acteur. Sauf que le rôle qu'on lui a donné là, c'est un peu à la fois le sous-fifre, à la fois le comique, un petit peu le rôle comique, le comic relief du film. Mais comme cet humour ne m'a pas parlé, du coup, bah, lui, je m'en suis un peu éloigné. Le traitement du film par son réalisateur est un traitement un peu d'une fable. La musique participe de ça notamment. La musique, elle est belle, mais elle n'a rien à faire là. Et la façon dont Dupontel a voulu traiter son film, il a voulu lui mettre une distance cinématographique et un œil un petit peu, j'ai l'impression, je peux me tromper, vraiment de fiction, d'une sortie du réel un petit peu, qui pour moi ne marche pas. Il y a un traitement très inégal des images notamment. Tous les flashbacks qui sont traités dans le film ont un grain particulier. Il y a un processus de
de-aging, comme on dit là, un peu comme dans Star Wars, on rajeunit des acteurs. Ça marche à peu près, mais ça fait un traitement à l'image qui est pas beau et qui nous sort un peu de l'histoire. Et puis surtout, il y a des grosses ficelles. Le film est une succession de grosses ficelles, mais vraiment très très grosses ficelles, qui amènent jusqu'à la fin où il n'y a rien de surprenant et c'est même pas super intéressant en fait. Je pense que Dupontel, avec un sujet politique comme celui-là, connaissant ses messages, connaissant sa vision de la vie et notamment de la société de consommation et de tout ça, pouvait traiter le sujet de manière bien plus impactante que ça. Là, il a voulu, en prenant un peu le parti de la fable, de la fiction romancée quelque part, pour moi, il s'éloigne complètement de son sujet. Il tombe dans une sorte de mièvrerie qui, je vous dis, a plu aux gens qui étaient autour de moi, autant dans l'aspect comique que le reste, mais ne touche pas tout le monde. Moi, j'ai pas 60 ans et j'ai pas été touché par ce que j'ai vu, et pourtant le sujet aurait pu me plaire. Je vous dis, sur les musiques, il y a de très belles mélodies en piano. Moi, par exemple, j'ai retrouvé un peu la touch de Philippe Rombi dans Jeux d'enfants, compositeur de Jeux d'enfants, où il y a de super mélodies, de belles suites d'accords, beaucoup de piano, mais beaucoup de cordes, plein de choses comme ça, mais qui marchent dans Jeux d'enfants, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans la fiction totale, l'univers de l'imaginaire, etc., à propos de deux enfants et puis leur histoire d'amour depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et toutes les bêtises qu'ils font. Mais ici, ça ne marche pas. En fait, la musique, elle est complètement anachronique. Et moi, elle m'a aussi sorti, la musique est très importante pour moi dans un film, quand il y en a. Et là, du coup, je la trouvais sympa, mais je ne comprenais pas ce qu'elle foutait là. Je m'étais posé la question dès la bande-annonce d'ailleurs, cette musique qui était là, et je dis, ça, je sens que ça peut être un peu le point faible. Il y a beaucoup de dialogues qui sonnent creux, il y a beaucoup de scènes caricaturales, et second tour, pour moi, est une des grosses déceptions aussi de cette rentrée, après une année difficile, ou acide, mais acide j'en entendais un peu moins. Grosse déception de second tour. Je ne le conseille pas, ce film, au cinéma, peut-être à voir sur plateforme après, tranquillement, à la maison, dans quelques temps, en VOD, mais pas forcément au cinéma. Je trouve que l'ampleur cinématographique n'est pas justifiée. Et à la limite, il aurait été produit par une plateforme pour sortir sur une plateforme immédiatement. Je trouve que ça aurait eu plus de sens. Là, donc, second tour, grosse déception. Les musiques sont de Christophe Julien, donc je salue son travail musical, mais malheureusement, qui ne va pas du tout. Pourtant, c'est le même compositeur que Adieu les cons et tout le reste, les autres films de Dupontel, a priori. Mais là, pour moi, ça ne marche pas du tout. Second tour, grosse déception. Donc, je ne le conseille pas. Pour résumer, second tour, je lui donne la note de 2 sur 7. Mais pour Cécile de France, à la limite, et pour Dupontel, parce que j'adore son personnage dans la vie et qui il est, ce qu'il représente. Et je suis d'accord avec la plupart de ses messages, mais ça pose vraiment le problème d'être d'accord avec le message d'un réalisateur dans la vie, et quand il transcrit ça au cinéma sur une œuvre qui ne marche pas, on se sent d'autant plus mal à l'aise. Donc voilà ce que je voulais dire sur Second Tour d'Albert Dupontel. Quatrième et dernier film de la sélection de la semaine, un film que j'ai vu hier soir, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Au cinéma, je l'ai vu je précise, en VOST évidemment, et en Dolby Cinéma au Pathé Toulouse-Wilson, dans des conditions absolument parfaites. Donc, ce film-là, contrairement aux 3 films que j'ai chroniqués avant, je ne l'attendais pas. Et même la bande-annonce me rebutait un peu. Je sentais évidemment que ça allait être du grand cinéma, enfin en tout cas qu'il y avait une ambition dans le film, mais je me disais que ça allait être long, parce que le film dure quand même 3h26, les amis. J'avais très très peur de ça avant d'y aller. Le sujet m'attirait à la base, pas plus que ça, et je sentais encore, on est dans le cinéma de Scorsese, où il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des voyous, des crapules, des choses comme ça, et j'ai dit, bon, est-ce que ça va m'intéresser? Je sais pas. J'y suis pas allé de suite, du coup j'ai attendu une semaine avant d'y aller. Il y avait quand même DiCaprio et Robert De Niro, qui sont les 2 muses de Scorsese, réunis pour la première fois à l'écran. Bon, je me suis dit, vas-y, mets les conditions de ton côté, arrive en forme, parce que 3h26 de film à une séance à 21h30, un mercredi soir, ça partait quand même très très mal pour moi. Alors, quel est le sujet de ce film? On est dans les années 20 aux États-Unis, dans l'Oklahoma. Ça traite d'une tribu amérindienne particulière, les Osage, qui sont en fait une tribu qui a eu la particularité d'avoir été propriétaire de leurs terres
qui sont riches en pétrole et qui fait qu'ils se sont retrouvés extrêmement, du coup, riches comme Amérindiens et qui ont attiré les convoitises, forcément, de l'homme blanc sur leur terre. Et c'est ça le sujet du film. Le sujet du film, c'est quelque part la lente agonie, la lente asphyxie d'une tribu sur le temps long d'ailleurs, parce que ça commence dans les années 20, mais ça se passe sur plusieurs années, par l'homme blanc. Et toutes les perfidies, toutes les stratégies, tout ce qui peut se passer, comment on arrive à cet état-là et comment les Blancs d'Amérique ont petit à petit perverti cette tribu et tout ça pour l'argent évidemment, parce que là on parle vraiment de millions de dollars. Alors le personnage que l'on suit dès le début, c'est Ernest Burkhardt, interprété par l'immense Leonardo DiCaprio, qui rejoint son oncle William Hale, qui est un peu le roi de cette ville de Fairfax en Oklahoma, qui est interprété par l'encore plus immense Robert De Niro. Tout le début du film se passe par les yeux d'Ernest et on voit un peu disons, l'émerveillement d'arriver dans cette ville, un peu l'effervescence de tout ce qui se passe autour de cette communauté, les Osages qui sont là et qui vivent en bonne entente avec les Blancs qui sont arrivés, etc. Tout ce qui se passe là-bas, petit à petit, se dévoile en fait. Ce qu'il faut bien noter, c'est que le film est une lente asphyxie en fait de ce peuple Osage. Le film est d'une subtilité rare parce que le film, sur la longueur de 3h26, décrit petit à petit la lente agonie et asphyxie du peuple Osage. Et ça se voit dans la cinématographie puisque dès le début du film, on a des plans très larges, on a des paysages magnifiques, etc. Et plus ça va, plus le cadre se resserre pour finalement finir sur des plans très resserrés de visages, d'expressions, justement qui traduisent cette lente agonie qui dure plusieurs années. J'ai quelque chose à dire de suite sur la durée du film. Elle est parfaite en fait. J'ai vu beaucoup de critiques dire que le film était trop long. Moi, j'ai passé 3h26 scotché à mon canapé de cinéma, parce que c'est un canapé de cinéma maintenant dans les salles en Dolby. J'ai adoré de bout en bout et je n'ai pas trouvé une minute trop longue. Je n'ai pas trouvé une scène en trop, ni un dialogue en trop. J'ai vraiment été pris du début à la fin, pas une once de fatigue et d'ailleurs presque pas dire que c'est trop court parce que ce serait exagéré de ma part, mais c'était la longueur parfaite pour ce film qui prend le temps aussi de raconter des choses de manière encore une fois très intelligente, qui grâce à un casting absolument exceptionnel de bout en bout, les premiers rôles comme tous les seconds rôles, avec des gueules, avec des visages marquants, avec des personnalités très bien ciblé, très bien marqué aussi, permet de s'identifier à beaucoup de personnages et surtout de les identifier, de comprendre très vite qui fait quoi. Et ils sont nombreux, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et le film se découpe en deux parties. En gros, c'est le constat, la lente agonie de tous les crimes en fait, sans en dire plus. Et en deuxième partie, quelque part, les conséquences de ces crimes et le FBI qui débarque, etc. Bon. Les prémices d'un FBI de Edgar Hoover dans les années 20, les années 30 aux États-Unis. Et un peu la fête est finie. Tout est intéressant. Cet été, il y a eu le film Oppenheimer qui a duré 3 heures et la dernière partie était un procès que moi je trouve absolument trop long, inutile et qui m'a perdu. Là, jusqu'à la fin, tout est intéressant, tout se justifie, tout a du sens, tout est bien écrit et tout est merveilleusement interprété. Je fais un petit point là-dessus. Les acteurs dans ce film, au-delà d'être des monstres de cinéma, sont dirigés de manière magistrale, ce qui fait qu'un Leonardo DiCaprio, une fois de plus, montre une nouvelle palette de ce qu'il est capable de faire. De Niro sublime, tous les seconds rôles. Et il y a une révélation dans ce film dont on espère, moi j'espère qu'elle aura un Oscar, c'est l'actrice principale du film, interprétée par Lily Gladstone, qui joue Molly, la femme de la tribu Osage, et qui est donc la femme de Leonardo DiCaprio dans le film, qui éclate l'écran, qui, je pense, irradie tellement par sa personnalité, y compris dans ses silences, juste avec des regards. Il faut savoir que cette actrice
émerge à peine au cinéma, elle a 37 ans, elle n'a pas fait grand-chose avant, et ça a été vraiment la révélation sur ce casting-là, pour ce film-là. Elle vient d'une tribu amérindienne, elle arrive et c'est absolument incroyable ce qu'elle offre à l'écran. Et rien que pour sa performance, le film vaut le coup. Mais comme en plus vous rajoutez à ça la performance de DiCaprio, la performance de Niro et tous les autres acteurs, je citerai un autre acteur qui avait été révélé dans la série Breaking Bad, dans la dernière saison uniquement, qui est Jesse Plemons, qui joue Tom White du FBI. Dans la dernière série de Breaking Bad, il jouait, bon, je ne vais pas spoiler, mais bon, il était là, c'était un jeune, mais qui prenait une importance petit à petit. Il est là, il en impose aussi pas mal. Pour vous dire à quel point le casting est fou, c'est que pour 2 scènes du film, il y a un avocat interprété par Brendan Fraser, et dont ça a été l'année du grand retour avec le film The Whale, pour lequel il a gagné, c'est l'année dernière, il a gagné je crois un Oscar mérité. Il est là, il joue quelques scènes vers la fin du film, et on se dit mais jusqu'à où va s'arrêter le casting? Donc, et c'est pas qu'une question de casting bien pensé, c'est que c'est aussi, ça sert l'histoire. Il n'y a pas une once de ce film qui ne sert pas le propos, qui ne sert pas l'histoire et qui le fait absolument très bien. Moi, je me suis senti aussi à un moment donné dans une série, dans des fois, une série, c'est quand même une saga, Killers of the Flower Moon, une saga sur 3h26, c'est parfait, et ça pourrait être une série en quelques épisodes, et il y a un peu ce découpage, on le trouve notamment grâce à la musique, qui, pareil, la musique pourrait tomber dans du larmoyant, pourrait faire des grands violons hollywoodiens. Pas du tout. La musique du regretté Robbie Robertson, qui est un des compositeurs fétiches de Scorsese, qui est malheureusement décédé cet été, il a fait un travail, donc il ne le verra pas à l'écran malheureusement, un travail incroyable parce que, pour vous donner un exemple, il y a une scène d'enterrement, alors il n'y en a pas qu'une, hein, vu le titre du film, il y a une scène d'enterrement à un moment donné où la musique aurait pu être vraiment hollywoodienne dans le sens orchestral du terme. Et derrière, il y a une sorte de contrebasse qui fait un petit truc enjoué, tranquille, qui se pose là. Et on dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Et en fait, ça marche parfaitement parce que la musique dans ce film, au-delà des musiques qui sont jouées dans le film, il y a aussi de belles choses qui sont jouées dans le film. Il y a une scène notamment de bal à un moment donné. Et c'est très bien retranscrit. La musique est là, et son rythme, elle apporte à la fois une modernité et à la fois quelque chose de très traditionnel, qui marche absolument extrêmement bien, et elle est discrète. Et en fait, elle n'est pas là pour accompagner l'émotion. L'émotion, il n'y a pas besoin de ça pour accompagner. Le regard de l'actrice Lily Gladstone suffit, les interactions, ce qui se passe à l'écran suffit. La musique est là pour rythmer un petit peu les choses. Je pense qu'il y a un travail qui consiste justement à aider le rythme. Et moi, j'ai trouvé ce film absolument incroyable. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'y allais presque à reculons. C'est pour moi le meilleur film que j'ai vu cette année, en 2023. On est au mois d'octobre. Il en reste encore quelques-uns à sortir. Mais pour moi, ce film est vraiment une claque magistrale du début à la fin qui mérite d'être vu par tous les étudiants de cinéma et aussi par tous les amoureux de cinéma et tous ceux qui aiment tout simplement voir des bons films, parce que là on vous raconte une histoire, c'est vraiment une histoire racontée qui en plus est une histoire vraie, ce qui lui donne un poids supplémentaire, mais qui n'en fait pas trop. On n'est pas dans le pathos, on est vraiment dans quelque chose de très bien senti, de très intelligent. Il y a de la violence, elle est gratuite, parce que dans le film et dans l'histoire elle est gratuite aussi. Quand on tue quelqu'un, c'est vraiment très bien fait. C'est bam, on prend le flingue, on tire, la personne meurt, tombe, on n'en parle plus. Pas besoin de grande musique derrière pour ça. C'est cette sobriété-là, quand on doit faire exploser une maison, on fait exploser une maison. Et à la dynamite, il y a une sobriété qui sert encore une fois le propos. Tout est froid en fait. Et ça fait partie de cette histoire. Le titre, Killers of the Flower Moon, raconte ça, c'est-à-dire que comment des tueurs de sang-froid ont essayé de quelque part d'asservir et de tuer une tribu amérindienne pour son argent en fait. Et on voit à la fois le côté traditionnel, je vais parler de ça juste après, tout le côté justement folklore amérindien et comment c'est traité à l'écran. Et on voit surtout les meurtres de sang-froid. La vie n'a aucune valeur dans ce film. Mais
Et là, je dirais deux choses par rapport à ça. Soit on parle de l'époque des années 20-30, on sort d'une première grande guerre, il y en a une autre qui n'est pas très loin, et effectivement, on est encore dans une sorte de fin de Far West. On est un peu dans une fin de Far West qui se mélange à une modernité ramenée par le pétrole, ramenée par l'industrie, ramenée par le train, etc. Et l'un dans l'autre, le côté fin de Far West, c'est un peu les règlements de compte, la modernité, et qui peut se faire, tout le monde peut mourir un peu du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Et personne ne traite ces crimes-là. Parce qu'il y a une sorte c'est un peu mafieux, hein. Il y a une sorte d'omerta sur ce qui se passe. Mais la modernité est amenée par le pétrole, du coup les courses automobiles et le FBI qui débarque, qui est un peu tout neuf. C'est-à-dire que c'est l'État américain fédéral qui vient enquêter sur des choses très précises. Tout ce mélange amène un film extrêmement puissant et moderne. Et par rapport à la valeur de la vie, je pense que ce film aurait été réalisé il y a 20 ans. Le traitement des morts dans le film n'aurait pas été le même. On est aujourd'hui dans une période, on est en 2023, Scorsese est extrêmement moderne. Il a 80 ans, il a fait un traitement absolument d'aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, de la façon dont la vie humaine est traitée dans les œuvres cinématographiques et malheureusement comment elle est traitée dans l'actualité et dans la vie aujourd'hui, puisque il y a des pays en guerre à quelques heures de vol de chez nous, il y a le terrorisme, il y a beaucoup de choses, et la valeur de la vie se perd beaucoup, et dans la façon dont elle est représentée, et dans ce film-là notamment. Petite parenthèse sur la culture amérindienne et le folklore. On aurait pu passer de la caricature à la rigolade, mais pas du tout. Il y a un respect absolument immense de Scorsese pour les tribus amérindiennes, et pour celle-là en particulier. Il y a de l'histoire dedans, et on sent qu'il y a de la documentation très précise, il y a des chants, il y a de l'au-delà représenté, il y a plein de choses, il y a comment la mort est traitée, comment la vie est traitée, comment la naissance est traitée, les mariages. Et c'est extrêmement intéressant, dépaysant, et surtout, ça rapporte un crédit absolument énorme sur cette tribu, ses croyances, etc. Et évidemment, ce film est un film américain. Nous, on n'aura pas le même regard, nous en France, sur la façon dont les États-Unis, les Américains, les colons américains ont massacré les tribus les unes après les autres, et qui étaient là des millénaires avant elles. Mais ce film, réalisé par un immense réalisateur américain, est important pour la mémoire collective américaine aussi, pour se rendre compte peut-être un peu plus des trésors culturels qui ont été anéantis par l'asservissement, par l'alcool, par toutes les drogues, etc., les médicaments, la médecine. Comment la médecine moderne vient tuer une population, c'est absolument bien fait dans le film. Et par les cow-boys, quoi, parce que c'est des cow-boys qui viennent et qui déciment petit à petit pour l'argent, pour le pouvoir, cette tribu. Donc un film important, un film majeur, le meilleur film que j'ai vu cette année. Je vous recommande absolument Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Pour résumer, Killers of the Flower Moon est pour l'instant le meilleur film que j'ai vu cette année, en 2023, au cinéma. Je lui donne la note maximale de 7 étoiles sur 7 possibles. C'est la première fois que je fais ça cette année. Tout est parfait dans le film, la longueur est parfaite, 3h26, c'est ce qu'il faut pour raconter cette histoire correctement, de bout en bout, traiter tous les sujets, les mini-sujets. Les acteurs sont incroyables, et en plus de ça, on révèle des nouveaux talents comme Lily Gladstone, qui mérite son Oscar. Scorsese a fait un travail absolument fou. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu de Scorsese. Je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu 3 ou 4, mais pour moi, ça c'est celui qui est très loin devant. Donc je recommande particulièrement Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, et au cinéma évidemment. Petit tour par les plateformes cette semaine pour vous parler de la série Lupin, parce que la saison 3 vient d'arriver sur Netflix. Je suis à peu près à la moitié de la saison, et je voulais vous parler de cette expérience parce que j'adore la saison 3, et je sais que beaucoup d'entre vous ont vu les 2 premières saisons et avaient un peu perdu le fil à la saison 2. Moi, j'avais trouvé un peu moins bonne que la saison 1, mais quand même très intéressante. Mais dans la saison 3, on retrouve vraiment tout ce qui fait le panache de cette série. On a un Omar Sy en grande forme, qui d'ailleurs joue extrêmement bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres saisons. Ludivine Sagnier, et tout est bien fait. C'est-à-dire que à chaque épisode, on arrive à nous retourner le cerveau avec une intrigue, on se fait avoir. Je trouve que c'est un peu la force de cette série, c'est que c'est très cinématographique, il y a une ambition, il y a un budget,
On le sent, on le voit à l'écran, tout se voit à l'écran. Et on arrive à se faire avoir, épisode par épisode. On dit mais comment il va s'en sortir? Ah oui d'accord, on s'est fait avoir et ça marche très très bien. J'encourage absolument tout le monde à voir cette série Lupin. Petit aparté sur la musique est de Mathieu Lambollet. Alors pour l'anecdote, Mathieu Lambollet, on l'avait rencontré nous avec le Nicolite Orchestra lors d'un petit festival sur les voix qui s'appelle Voix d'étoiles à Port-le-Cat il y a quelques années. Et il commençait à faire quelques musiques de films et je suis très heureux pour lui parce que du coup, succès mondial. Dans la saison 2, il y a une scène dans un grand théâtre avec un orchestre et il est à la conduite, il a joué son propre rôle, c'est assez drôle. Et surtout, les musiques, elles sont très intelligentes parce que à la fois elles sont orchestrales et à la fois elles sont modernes. On peut avoir un beat un peu R&B, boîte à rythme sur des instruments classiques. Ils ont vraiment réussi à faire un mélange des genres pour rendre ça très moderne, très vivant et ça marche très bien. Donc je voulais juste faire un petit tour d'horizon pour vous dire que Lupin saison 3, n'hésitez pas, surtout ceux qui ont vu les 2 premières saisons. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, par contre, regardez d'abord les 2 premières parce que c'est quand même la suite pour de vrai. Ça vaut absolument le coup. Une série de George Kay. Il me tarde de voir la suite et de finir enfin cette saison 3. Donc, je me laisse quand même quelques soirées tranquilles pour avancer là-dessus. Pour résumer, Lupin, l'histoire de Hassan Diop, ce braqueur gentleman qui s'inspire des histoires d'Arsène Lupin. Très bien réalisé, très bonne musique, très bien joué. On se fait prendre par l'histoire, on se fait retourner le cerveau plusieurs fois par épisode. C'est très intelligent. Je conseille absolument la série Lupin. Je lui donne la note de 5 étoiles sur 7. Pour conclure cette Poppin Blue numéro 2, donc 4 critiques de films, 1 critique de série. Dès la semaine prochaine, nous devrions être 2 à cette émission avec Yasmine qui parlera de toute l'actualité des plateformes et il y a beaucoup de choses à raconter sur les plateformes. Moi, la semaine prochaine, je chroniquerai encore des nouveaux films, notamment évidemment le film que j'attends le plus depuis 10 ans qui sort mercredi prochain, le nouveau film d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, avant-première dimanche, sortie nationale mercredi. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure Poppin Blue sur Blue Neko TV, sur YouTube, sur TikTok bientôt aussi. Allez voir des films, allez voir des séries, éclatez-vous, bon week-end, prenez soin de vous. À bientôt.